16 ans pile après l'avoir déjà visité avec succès et splendeur, la Coupe du Monde retourne au Mexique pour l'édition de 1986. Une édition aztèque touchée par la main de Dieu. Il y a eu 1970, il y a désormais 1986. 16 ans après avoir organisé la plus belle de toutes, le Mexique se voit de nouveau attribuer la Coupe du Monde. Premier pays à accueillir le tournoi à 2 reprises, la nation d'Amérique centrale suppléait la Colombie, initialement désignée. Confrontée principalement à la montée du narcotrafic et à la hausse des exigences de la FIFA pour le cahier des charges, le supposé pays hôte se retire 3 ans avant le coup d'envoi de la compétition et délaisse la mission à l'aguerri Mexique. Mais préféré aux États-Unis et au Canada, le pays aztèque aurait pu lui aussi renoncer. En septembre 1985, un violent séisme frappe le Mexique et cause la mort de plus de 10 000 personnes. Le drame épargne les stades et décision est finalement conservée d'organiser le tournoi une deuxième fois. Et comme en 70, la ferveur est au rendez-vous. 2 changements majeurs interviennent d'ailleurs pour cette 13e édition de l'histoire. Tout d'abord, les 3e matchs de poule se jouent désormais à la même heure. Une décision motivée par le scandale du match arrangé entre la RFA et l'Autriche 4 ans plus tôt. Ensuite, fini les 2 phases de groupe. Place maintenant au 8e de finale pour 16 des 24 formations en lice. Ce qui ne laisse peu, voire pas de suspense durant le premier tour. Car en 8e de finale, tous les gros sont là, dont la France qui s'apprête à tracer son petit bonhomme de chemin. Le Maroc également est de la partie, mais la compétition avance et les taux se resserrent. L'Italie, le Brésil, l'Uruguay, l'Angleterre, la Pologne ou encore le Mexique passent à la trappe aux portes du dernier carré. Un dernier carré qui offre d'ailleurs un remake du mémorable France-RFA de 1982. Mais au même stade de la compétition, la même sentence pour les Bleus, futur 3e du tournoi. De l'autre côté, l'Argentine sort la Belgique et rejoint l'Allemagne de l'Ouest au stade aztèque de Mexico. Porté par un Diego Maradona au sommet de son art, l'Albi-Céleste termine le boulot devant 115 000 personnes. Les Sud-Américains se font pourtant peur, rejoints à 10 minutes de la fin après avoir mené 2-0. Mais finalement, ce ne sont pas toujours les Allemands qui gagnent à la fin et le Nantais Jorge Burruchaga brode une 2e étoile sur la tunique argentine, bien servi dans les derniers instants par l'homme incontestable de ce tournoi, Diego Maradona. À 25 ans, le fantasque et insaisissable argentin est plus fort que jamais. Celui qui évolue alors à Naples s'occupe de tout au cœur d'une Albi-Céleste robuste et solide. Auteur de 5 buts et 5 passes décisives, le numéro 10 est logiquement nommé meilleur joueur d'un tournoi qui étale tout son génie. Bon comme mauvais. Preuve en est dans un quart de finale qui sent la poudre face à l'Angleterre. 20 ans après les propos du sélectionneur anglais Alf Ramsey qui qualifiait alors les Argentins d'animaux, et 4 autres après la guerre des Malouines remportée par l'armée britannique, Diego Maradona venge toute une nation. On joue la 51e minute de jeu lorsque l'Argentin d'1,65 m remporte un duel aérien face au gardien anglais Peter Shilton en s'aidant de la main. L'arbitre tunisien Ali Benasser n'y voit que du feu, 1-0 pour l'Argentine. 3 minutes plus tard, El Pibe de Oro enfonce le clou d'une chevauchée fantastique lancée de sa partie de terrain. La réduction du score de Gary Lineker en fin de match ne change rien, l'Albi-Céleste file vers un 2e sacre mondial après celui de 1978 grâce à son Dr Jekyll et Mr Hyde. Une épopée qui contribue largement à la légende de Diego Maradona, disparu le 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans. Et les Bleus dans tout ça. Et bien pour la première fois de leur histoire, les tricolores font office de véritables favoris à la victoire finale. 4 ans après le cauchemar de Séville, l'équipe dirigée par Henri Michel débarque au Mexique dotée d'une génération mature, revancharde et championne d'Europe. Car oui, 2 ans plus tôt, les Bleus ont soulevé le tout premier trophée de leur histoire en remportant l'Euro, à la maison. Et après le continent, la conquête du monde représente le point d'orgue de Michel Platini et sa troupe. Un Michel Platini d'ailleurs amoindri, pas dans la forme de sa vie, le triple ballon d'or reste tout de même capable de coups d'éclat. La preuve, en 8e de finale, après un premier tour en guise d'échauffement, les Bleus se frottent aux champions du monde en titre italien qui rêvent d'écarter l'illustre numéro 10. Pas de pause, celui qui évolue à la Juventus Turin dégaine rapidement, suivi par Stopira en 2e période pour une retentissante victoire 2-0. Cap ensuite sur un autre favori de la compétition, le Brésil de Zico. À Guadalajara, la partie est haletante, la qualité de jeu exceptionnelle. Dans une chaleur étouffante, Careca ouvre le score,
sur une action d'école avant que Michel Platini n'égalise avant la pause. Un partout, voilà le score final au bout de 90 minutes réglementaires et même au terme des prolongations. Et ce, malgré moult rebondissements. Un pénalty de Zico détourné par Joël Batz à la 75e, des poteaux, un carton rouge oublié pour le gardien brésilien en prolongation, et ce n'est pas fini. Durant la terrible séance de tir au but, Socrates et Michel Platini manquent leur tentative. Idem pour le Brésilien Julio César qui offre la balle de match à Luis Fernandez. Le petit bonhomme de Thierry Roland ne tremble pas et envoie les Bleus pour une deuxième demi-finale consécutive à l'issue d'une rencontre rentrée dans la légende de la Coupe du Monde. Leur légende, les tricolores, s'arrêtent malheureusement de l'écrire dans le dernier carré. Éreintés, les hommes d'Henri Michel tombent face à leur bête noire ouest-allemande, comme 4 ans plus tôt à Séville. Dans un dernier effort, la génération Platini referme sa décennie dorée par un succès contre la Belgique pour s'adjuger la 3e place, soit la meilleure performance française en Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Un dernier fait d'armes avant une nouvelle traversée du désert qui se profile à l'horizon. Un horizon, en revanche, qui s'éclaircit pour le football africain. Il y a eu l'Égypte en 1934, le Zaïre en 1974, la Tunisie en 1978, le Cameroun et l'Algérie en 1982 et déjà le Maroc en 1970 au Mexique. Mais aucun, jusqu'ici, n'est parvenu à accéder au 2e tour d'un mondial. 16 années après son premier passage infructueux chez les Aztèques, le Maroc du Brésilien José Faria traverse de nouveau l'Atlantique pour relever le défi. Débarqués à Monterrey 40 jours avant leur entrée en lice, les Lions de l'Atlas ont rendez-vous avec un groupe à l'accent très européen, composé de l'Angleterre, de la Pologne et du Portugal. Après 2 matchs nuls et vierges, les Maghrébins surprennent le Portugal sur le score de 3-1 et s'offrent la première place du groupe. Éliminé en 8e de finale par la RFA sur un but tardif de Lothar Matthäus, le Maroc peut se targuer d'être devenu cette année-là la première sélection africaine de l'histoire à accéder au second tour d'un mondial. Organisée en Italie, la Coupe du Monde 1990 a pourtant tout pour régaler sur le papier. Maradona, Van Basten, Gullit, Matthäus, Butragueño, Francescoli, Romario, Careca, Lineker, Belanov ou encore Chris Waddle, les stars sont nombreuses et les stades italiens s'attendent donc à une grande édition. La surprise est donc grande en voyant cette Coupe du Monde italienne basculer dans l'ennui. Avec 2,21 buts par match, la moyenne de buts la plus pauvre de l'histoire de la compétition parle pour elle. Peu de stars annoncées répondent aux attentes et la qualité de jeu désastreuse de certains matchs pousse même la FIFA à agir. Le match Égypte-Irlande, avec des joueurs égyptiens abusant de passes vers leur gardien, incitera l'instance à instaurer la règle de la passe en retrait que le gardien ne peut plus prendre à la main. Le Mondial 90 est également le dernier avec la victoire à 2 points, la FIFA souhaitant récompenser l'offensive avec la victoire à 3 points 4 ans plus tard. Heureusement, le premier tour offre quelques moments d'excitation. Le Cameroun crée la surprise en dominant le tenant du titre argentin dès le match d'ouverture et parvient même à terminer premier de son groupe. Alors que l'Argentine d'un Maradona porté au nu par le public de Naples où il évolue, mais conspué partout ailleurs, se sauve in extremis avec une place de meilleur 3e. Le monde découvre le surprenant buteur italien Toto Schillaci qui porte sa sélection vers une balade en poule. Le Brésil fait également impression avec sa doublette Careca-Müller quand le Costa Rica, pour sa première participation, crée la surprise en se qualifiant pour les 8e de finale. Tandis que les Émirats Arabes Unis perdent tous leurs matchs pour leur première Coupe du Monde, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne ou encore l'Angleterre assurent. L'Irlande et les Pays-Bas doivent quant à eux passer par le tirage au sort pour se départager après 3 matchs nuls, ce qui n'empêche pas les Néerlandais de se qualifier comme meilleur 3e alors que le sort a souri aux Irlandais. Les 8e de finale voient le Cameroun prolonger leur rêve en battant la Colombie. Thomas Kouravi porte lui la Tchécoslovaquie face au Costa Rica avec un triplé. L'Irlande atteint les quarts de finale au tir au but sans avoir remporté le moindre match, tandis que la Yougoslavie et l'Angleterre doivent passer par la prolongation pour écarter l'Espagne et la Belgique. Dans les 2 gros chocs des 8e, l'Argentine élimine le Brésil 1-0 grâce à un but de Caniggia dans un match polémique. L'Allemagne frappe un grand coup en sortant les Pays-Bas champions d'Europe en titre. Les quarts de finale voient l'Allemagne éliminer la Tchécoslovaquie grâce à un pénalty de Lothar Matthäus, futur Ballon d'Or 1990. Toto Schillaci porte encore l'Italie face à l'Irlande alors que l'Argentine écarte la Yougoslavie au tir au but. Mais l'étincelle de ces quarts vient du match Angleterre-Cameroun remporté par les Anglais 3-2 au terme d'un match à suspense.
Après 2 demi-finales conclues au tir au but, l'Argentine et l'Allemagne vainqueurs de l'Angleterre se retrouvent en finale. Une qualification allemande particulièrement douloureuse pour le capitaine anglais Gary Lineker, dont la phrase restera dans l'histoire du football. Le football est un sport simple, 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Alors que l'Italie met un point d'honneur à terminer 3e de sa Coupe du Monde en battant l'Angleterre avec un but de Schillaci, meilleur buteur de la compétition avec 6 buts, l'Allemagne et l'Argentine se retrouvent de nouveau en finale après 1986. Un scénario inédit dans l'histoire de la Coupe du Monde. L'Allemagne, première équipe à disputer 3 finales d'affilée en Coupe du Monde, met fin à sa série de 2 défaites consécutives en s'imposant grâce à un pénalty contesté par les Argentins et transformé par Andreas Brehme en fin de match. Alors que Maradona, hué par le public de Rome, finit en larmes durant la remise des trophées, le sélectionneur allemand Franz Beckenbauer peut savourer son exploit, lui qui devient le 2e entraîneur à remporter la Coupe du Monde après l'avoir gagnée comme joueur, succédant au Brésilien Mario Zagallo. Cette Coupe du Monde 1990, l'équipe de France n'a malheureusement pu la regarder qu'à la télévision. Déjà absente de l'Euro 1988, l'équipe de France, qui n'a plus Michel Platini sur le terrain, mais sur le banc de touche comme sélectionneur, souffre et manque également le train du mondial italien. 3e de leur groupe de qualification derrière la Yougoslavie et l'Écosse, les Bleus ont notamment perdu un point capital à Chypre pour obtenir leur billet. Un échec qui aura au moins le mérite d'amorcer une grande révolution chez les Bleus. Michel Platini garde les commandes de la sélection et commence à construire son équipe autour du duo Papin-Cantona. Quelques mois avant le Mondial 90, l'équipe de France s'offre même le scalp de l'Allemagne, future championne du monde. De quoi faire le plein de confiance et se diriger vers une qualification probante pour l'Euro 92. Dans cette Coupe du Monde bien ennuyeuse, le Cameroun a lui apporté une étincelle qui a ravi toute la planète football. Dès le match d'ouverture, le monde va faire connaissance avec les Lions indomptables. Profitant de l'accueil très hostile de San Siro à l'Argentine de Diego Maradona, star du Napoli, le Cameroun va créer une surprise d'envergure en s'imposant 1-0 face au champion du monde en titre grâce à un but de François Oman Biik. Les Lions étaient pourtant réduits à 10 quelques minutes plus tôt et même à 9 en fin de match. Un exploit qui a lancé les Camerounais vers une compétition historique. Roger Mila, pourtant âgé de 38 ans, porte sa sélection avec un doublé décisif face à la Roumanie. La claque reçue face à l'Union soviétique n'empêche pas les Lions indomptables de se qualifier pour les 8e de finale où Mila, décidément intenable, permettra d'écarter la Colombie avec un doublé en prolongation. Première équipe africaine à atteindre le stade des quarts de finale de la Coupe du Monde, le Cameroun va finalement céder face à l'Angleterre dans un scénario rageant. Un penalty de Lineker permet aux Anglais d'arracher la prolongation avant d'éliminer des Camerounais inconsolables suite au second penalty du capitaine anglais. Parmi les autres matchs marquants de cette Coupe du Monde, un Argentine-Brésil qui fera même parler de longues années après. Dans un stade de Turin décidé à faire vivre un enfer à Diego Maradona, conspué pendant tout le match, l'Argentine parvient pourtant à s'en sortir en s'imposant 1-0 grâce à un but de Caniggia. Une rencontre néanmoins marquée par une grosse polémique. Répondant à des premiers sous-entendus de Diego Maradona 15 ans plus tard, le sélectionneur argentin de l'époque Carlos Bilardo n'a pas démenti la rumeur selon laquelle une bouteille d'eau contenant un somnifère aurait été donnée par un membre du staff argentin au Brésilien. Le joueur Auriverde Branco aurait même absorbé le contenu de cette bouteille. Depuis, plusieurs joueurs argentins ont entretenu cette affaire qui a tourné au scandale. Les Brésiliens réclamant même une enquête auprès de la FIFA qui n'a finalement jamais eu lieu. Car au pays du baseball, du football américain et du basketball, le soccer se fait doucement mais sûrement une place. Au point que la Coupe du Monde décide de s'y installer durant l'été 1994, complétant ainsi sa visite du continent américain. Une édition rafraîchissante 4 ans après la morosité italienne. La FIFA décide d'ailleurs d'instaurer pour la première fois de l'histoire la victoire à 3 points durant la phase de poule, afin d'inciter les équipes à l'offensive. Quelques autres premières accompagnent également ce voyage outre-Atlantique. La Grèce, la Russie, le Nigeria et l'Arabie Saoudite font leur apparition sur le plateau, l'Allemagne se présente réunifiée pour la première fois dans le tournoi depuis 1938 et aucune nation britannique n'est pour une fois au rendez-vous. Du côté des favoris et outre l'Angleterre, la France, l'Uruguay ou encore les champions d'Europe danois manquent à l'appel, ce qui n'empêche pas le premier tour de réserver une édition digne d'un show à l'américaine. Dans des stades pleins à craquer, la World Cup de 1994 réserve encore une nouveauté à l'issue du premier tour.
Le groupe E, composé de l'Italie, du Mexique, de l'Irlande du Nord, de la Norvège, se conclut sur une égalité parfaite. 4 points chacun et différence de buts similaires. Pour départager tout ce petit monde, le critère du nombre de buts marqués est alors retenu. À ce petit jeu, le Mexique devance l'Irlande et l'Italie, la Norvège passe à la trappe. Direction les huitièmes de finale où seule la Colombie et son jeu léché manquent à l'appel. Ce stade de la compétition marque la fin, en revanche, pour une Argentine orpheline de Diego Maradona, exclue du tournoi après avoir été contrôlé positif à l'éphédrine après le premier match contre la Grèce. La célébration du but extatique de l'icône argentine restera sa dernière image en tant que joueur dans une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui continue d'innover avec l'élimination de l'Allemagne, 3 fois finaliste de 82 à 90 dès les quarts de finale. La Suède et la Bulgarie, eux, créent la sensation et filent jusque dans le dernier carré avant de se voir barrer la route du Rose Bowl de Pasadena par le Brésil et l'Italie qui se retrouvent en finale comme en 1970. Loin du spectacle de Mexico, Brésiliens et Italiens se jaugent et ne parviennent pas à faire la différence durant la partie. Sous une chaleur de plomb, la séance de tir au but va pour la première fois de l'histoire décider de l'issue, finalement heureuse pour la Seleção. Côté italien, Franco Baresi et surtout Roberto Baggio manquent notamment leur tentative. Quand le grand bonhomme des Auriverde, Romario, ne tremble pas. Pas entré en jeu durant le tournoi, le très jeune Ronaldo peut célébrer le 4e sacre mondial d'un Brésil orphelin depuis quelques semaines du pilote de Formule 1 Ayrton Senna décédé durant le Grand Prix d'Imola. Mais l'idole brésilienne n'est malheureusement pas la seule à perdre la vie en marge de cette Coupe du Monde. Désignée parmi les favoris à la victoire finale pour son jeu léché fait de redoublements de passes courtes et appelé toqué, la Colombie de Francisco Maturana déçoit. Dès le premier match, elle s'incline face à la Roumanie avant de céder face au pays hôte lors du second. Une défaite qui écarte définitivement la tricolore de la course aux huitièmes de finale et durant laquelle le malheureux Andrés Escobar inscrit un but contre son camp. Un cessez fatal à sa sélection et même à sa vie. Rentré au pays après un sursaut d'orgueil contre la Suisse, les cafeteros subissent la grogne du peuple et la cruauté des narcotrafiquants. 10 jours après l'élimination, Andrés Escobar en fait les frais. Sorti en boîte de nuit avec ses amis et sa copine, le défenseur est tout d'abord apostrophé par des clients avant d'être criblé de balles par Humberto Munoz Castro, garde du corps des frères Galón, 2 narcos notoires. Lâchement abattu, le joueur de l'Atlético Nacional décède 45 minutes plus tard à l'hôpital. Medellín pleure la mort de cet homme apprécié et respecté et lui réserve des funérailles en grande pompe auxquelles assistent près de 120 000 personnes dont le président de l'époque, César Gaviria. Un drame qui relativise la désillusion vécue par l'équipe de France quelques mois plus tôt. Nous sommes le 17 novembre 1993 et les Bleus reçoivent la Bulgarie au Parc des Princes en clôture des éliminatoires au Mondial. Un mois plus tôt, les hommes de Gérard Rouillet ont grillé une première balle de qualification en s'inclinant à la surprise générale face à Israël. Pas de panique pour autant, les tricolores, absents en 1990, gardent leur destin en main et vont terminer le boulot lors du dernier match face à la Bulgarie, c'est certain. Sur le papier, un nul suffit même pour s'assurer une traversée de l'Atlantique. Bref, la confiance règne et la sono du stade diffuse durant l'avant-match le fameux tube de Joe Dassin, l'Amérique. Une Amérique qui se rapproche encore un peu plus lorsque Cantona ouvre le score à la demi-heure de jeu. Et ce n'est pas l'égalisation d'Emil Kostadinov quelques minutes plus tard qui remet en doute la qualification. Oui mais voilà, à trop tergiverser et attendre son heure, les Bleus perdent pied dans le temps additionnel et Emil Kostadinov, encore lui, crucifie Bernard Lama d'une frappe lourde sous la barre. Le ciel tombe sur un Parc des Princes groggy. Le cauchemar du football français est bulgare et porte donc le nom de Kostadinov. Car à 1 minute près, l'équipe de France était aux États-Unis, mais le destin est ainsi et la fédération fait le choix fort de confier les rênes à Aimé Jacquet pour enclencher la reconstruction et le retour vers les sommets de la sélection. Mais en attendant des jours meilleurs et des lendemains qui chantent, c'est la Bulgarie qui s'éclate en Amérique du Nord. Porté jusqu'en demi-finale par son maître à jouer Hristo Stoichkov. Aux États-Unis, le futur Ballon d'Or inscrit 6 buts, soit autant que son homologue russe Oleg Sanenko, quant à lui éliminé dès le premier tour avec sa sélection. Mais l'attaquant est toutefois parvenu à marquer de son empreinte cette édition. Au-delà de son prestigieux total de buts, l'avant-centre passé par le Dynamo Kiev et Valence peut se targuer d'être le seul joueur de l'histoire à inscrire 5 buts dans un match de Coupe du Monde. La performance intervient lors du 3e match de poule, durant laquelle la Sbornaïa s'impose aisément 6-1 face au Cameroun. Une rencontre décidément à part, puisque le seul but camerounais de la partie est inscrit par le légendaire Roger Milla,
qui devient à 42 ans le plus vieux joueur à marquer un but dans le tournoi. Au vieux lion aussi, on ne parle pas d'âge. Après ce focus sur 1994, on se retrouve très vite pour évoquer la Coupe du Monde 98. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez également 11 mondiales sur notre site internet et nos réseaux sociaux durant toute la Coupe du Monde au Qatar.